Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui en forme d'échange entre deux habitués de Mosaïque que nous retrouvons pour un dialogue autour de la question de l'antisionisme qui imprègne toujours littéralement à notre actualité. Pour l'évoquer, donc, on est en compagnie de l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine Mercier. Et d'Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Bonjour Éric Danon. Merci donc d'avoir accepté cet échange sur ce thème, j'allais dire d'actualité souterraine mais chaude. Comme pour commencer, fixer les termes du débat, je vais peut-être vous demander une courte définition de l'antisionisme, puisque c'est cela dont on parle. Car autant les contours de l'antisémitisme ont souvent été étudiés, en tout cas, autant ceux de l'antisionisme restent quand même encore assez flous. Georges Bensoussan, vous avez une définition? On peut proposer deux définitions, une avant 1948 et une après, parce que le mot n'a pas du tout le même sens. Avant 1948, c'est un courant qui considère que l'établissement d'un État juif, en Palestine en l'occurrence, Eretz Israël pour les juifs, n'a pas de sens vis-à-vis du judaïsme et de la condition juive, et l'antisionisme à ce moment-là est répandu aussi bien dans les milieux juifs que dans les milieux non juifs. Bon, il faudrait savoir lesquels, mais peu importe. Mais jusqu'à l'établissement de l'État. À partir du moment où l'État est établi en 1948, l'antisionisme perd de sa raison d'être. Et à ce moment-là, il a un autre sens. Et cet autre sens, c'est la quête ou la recherche de la fin de l'indépendance nationale juive sur cette terre précisément. Donc là, c'est déjà davantage le sens d'un étacide, si on peut risquer le néologisme, plutôt que d'une opposition idéologique. Donc 1948 est vraiment une césure. L'antisionisme a beaucoup moins de légitimité après 1948 parce qu'il signifie autre chose que l'opposition à un courant idéologique est totalement dépassée puisque l'État existe. C'est ça. Et Tacite, on retient ce terme, et on va revenir avec vous, Georges Bensoussan, sur l'histoire de l'antisionisme aussi. Éric Danon, de votre côté, est-ce que vous avez une définition à nous proposer? Non, non, c'est de toute façon toujours euh, quelque chose qui a à voir avec un refus de la légitimité même de l'existence d'un État juif. Mais effectivement, il change de forme. On pourrait dire que quelque part, une fois que Israël est créé, la question de l'existence de l'État ne se pose plus puisque l'État existe. Il n'empêche que l'antisionisme continue et prend des formes très différentes. Et il faut voir qu'il y a eu un antisionisme avant la création d'Israël, y compris par les Juifs eux-mêmes. Et ça, dire, On en parlera tout à l'heure aussi. voilà, connaît ça 10 fois mieux que personne. Moi, je peux juste vous donner un souvenir personnel. Mon père me racontant des années plus tard qu'en 47, il était contre la création d'Israël, non seulement parce qu'à l'époque il était communiste et qu'il était dans ce système décolonial qu'il y avait en Égypte et donc fortement inspiré en réalité par l'Union soviétique, mais surtout parce que son argument était de dire moi je me bats pour que les Juifs soient bien partout sur cette terre, mais je suis convaincu qu'une fois Israël créé, à cause de l'antisémitisme, nous serons obligés d'aller en Israël. Et il y avait derrière cette idée-là le fait que la création même d'Israël allait cristalliser l'antisémitisme et pousser les Juifs à aller là-bas, ce que l'on voit dans beaucoup de tendances aujourd'hui. Donc voilà, il y avait, ça a été des débats passionnés. Et il me semble qu'aujourd'hui, juste pour ajouter marginalement quelque chose à ce qu'a dit Georges Bensoussan, c'est qu'il y a aussi une question sur les limites physiques de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui la problématique sioniste qui est une remise en cause soit d'Israël même en tant que tel, mais même au-delà de l'extension ou l'expansion d'Israël par rapport aux frontières internationales reconnues, c'est-à-dire une lutte contre le fait que Israël puisse aller vers des frontières étendues dans la quête de trouver les frontières de la terre promise. Donc on Voilà. voit là aussi une limite et un débat.
frontières de l'État, effectivement, ne sont pas encore clairement définies, en tout cas. Alors, quand on se penche, je voulais parler d'antisémitisme, il faut tout de suite en dire un mot, parce que quand on se penche sur les rapports entre antisionisme et antisémitisme, on rencontre un paradoxe, hein, parce que les deux notions semblent un peu des sœurs jumelles, alors qu'en fait, elles devraient se repousser, puisque l'antisionisme combat l'idée, on l'a dit, qu'Israël ait droit à un État, et donc il devrait se montrer accueillant pour les Juifs qui sont en exil. C'est pas vraiment toujours le cas. Et inversement, l'antisémite devrait se réjouir bien qu'il y ait les Juifs puissent rentrer dans leur pays. Ils devraient être de fervents sionistes, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Alors, ça renvoie à cette boutade bien connue, hein. Avant la guerre, on disait les Juifs en Palestine, et puis après, le slogan devenait les Juifs hors de Palestine jusqu'à aujourd'hui. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de conjointement. On ne pourrait pas fondamentalement être antisémite et antisioniste en même temps. Et pourtant, les deux se retrouvent souvent très mélangés, on le voit. Comment ça s'articule, ces deux concepts, Éric Danon? Si vous voulez, pour aller vite, l'antisémitisme a à voir avec l'identité juive. L'antisionisme a à voir avec l'existence d'Israël. Donc, identité, existence, c'est pas le même concept. Que les anti-juifs utilisent les deux, on le sait bien. Mais ici, dans notre conversation, nous ne pouvons pas les confondre. Ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez des antisémites sionistes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les juifs, mais ils veulent qu'ils partent en Israël. Typiquement, vous avez beaucoup d'évangéliques aux États-Unis et dans la base MAGA de Donald Trump, qui n'aiment pas du tout les juifs, mais alors qu'ils font tout pour que ces juifs soient bien accueillis en Israël et qui soutiennent et financent Israël pour recevoir des juifs. Donc voilà, et vous avez des juifs antisionistes, soit que vous ayez des ultra-orthodoxes qui sont sur une ligne que Israël comme territoire, comme pays, c'est le veau d'or, c'est Jérusalem, que devient la mystique l'an prochain à Jérusalem si on possède Jérusalem, etc. Donc qu'il y aurait une perte finalement de l'identité juive et de la mystique juive à partir du moment où les Juifs sont fixés sur une terre qui leur appartient. Donc, vous voyez que entre les deux, ce qu'on voit aujourd'hui dans le débat, c'est que les anti-juifs se servent de ces deux notions autant qu'ils peuvent, que souvent, je dirais à 90%, les antisionistes sont généralement des antisémites et d'ailleurs vice-versa. Donc, on dit souvent l'antisionisme, c'est la forme moderne, actuelle de l'antisémitisme. Peut-être dans le comportement des gens, mais sûrement pas conceptuellement. Georges Bensoussan, sur ce point, sur cette oui, en ce qui concerne l'antisionisme juif, il y a effectivement un courant avant 1948 qui considère, surtout dans les classes élevées de la société, que la condition juive sera fragilisée par la naissance d'un État juif. Vous trouvez ça dans la bourgeoisie israélite française, c'est très net. Bon. Et vous trouvez également alors une autre tendance, qui, toujours dans le judaïsme diasporique d'avant 1948, qui considère que la création d'un État juif rabougrirait, rapetisserait à des dimensions étriquées l'idée juive plutôt, ou le judaïsme lui-même. C'est Franz Rosenzweig, c'est Stefan Zweig, par exemple, pour la littérature de langue allemande et autres. C'est un courant qui est très puissant. Puis vous avez encore un autre courant, le courant révolutionnaire, où il y a un très grand nombre de juifs qui considèrent que le sionisme est un fourvoiement petit bourgeois, c'est comme ça qu'ils l'appellent, une idéologie petit bourgeoise, et que la solution à l'antisémitisme passe par la révolution mondiale et par l'instauration du socialisme. Il y a tout cela. Sur le fait que dans les milieux non juifs, l'antisionisme recoupe l'antisémitisme, c'est pratiquement toujours vrai. Par exemple, c'est intéressant de voir quels sont les grands courants antisionistes au moment en France en particulier, on peut le prendre dans d'autres pays, au moment du premier congrès sioniste à Bâle en 1897. Et on constate que à la tête de l'antisionisme non juif, il y a l'Église catholique. Parce que pour l'Église catholique, le rétablissement d'un État juif en Terre sainte, c'est totalement contradictoire avec la malédiction dont les Juifs sont désormais les porteurs depuis qu'ils ont mis à mort le Fils de Dieu, etc. Et quand on prolonge un peu l'étude pour rester dans la sphère française, des courants d'extrême droite et des courants vichysois et collaborationnistes durant la guerre, on constate qu'à l'exception d'un seul,
tous les courants collaborationnistes et tous les courants vichysois sont antisionistes. Fondamentalement, ne veulent pas entendre parler d'un État juif. La seule exception, c'est Marcel Déat. Le seul qui n'était pas antisémite d'ailleurs, le seul à prôner l'établissement d'un État juif. Mais le reste du temps, effectivement, dans un premier temps, on peut avoir des antisémites qui se réjouissent de voir les Juifs partir en Palestine, mais qui très vite ensuite reviennent sur cette position en se disant mais ça va être la base d'un complot juif mondial. Là-dessus, d'ailleurs, il est intéressant de voir comment les nazis évoluent entre 1920 et 1939 vis-à-vis de la question de l'État juif. Est-ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai aussi différemment pour les musulmans, l'antisionisme qui n'est pas peut-être un antisémitisme fondamentalement? Alors là, non, je pense que pour les musulmans, l'antisionisme prend le relais du mépris traditionnel envers les juifs, dans la pensée musulmane traditionnelle, dans la théologie, dans les écrits coraniques, et en particulier, plus que dans le Coran, en particulier dans la Sira, c'est-à-dire le livre sur la vie de Mahomet, et dans les hadiths. Ça, c'est très important. Et donc, l'antisionisme, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui s'inscrit dans le courant de cet antijudaïsme. Pourquoi ? Parce qu'il est impensable d'imaginer des juifs souverains sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité. C'est quelque chose comme un renversement total du monde. C'est quelque chose d'impensable et donc d'impensé sur le fond. Et donc sur ce plan-là, l'antisionisme musulman s'inscrit dans le droit fil de la conception du juif dans les écrits musulmans. Voilà donc pour ces distinctions, Éric Danon, sur cet antisionisme de la part des chrétiens, de la part des musulmans. C'est que ce qui est ça n'a pas la même tonalité exactement. Oui, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Georges Bensoussan, bien sûr. Il y a ce qui est commun aux deux, c'est la normalisation du juif, qui est insupportable dans les deux cas, pour des raisons différentes dans les nations. Pour le système musulman ou arabo-musulman, parce que un juif qui aurait un statut égal ou supérieur, ou en tout cas souverain en terre en terre musulmane, ne serait pas acceptable, plus toute cette idée depuis toujours de l'unitude, bon, etc. On n'admet pas cette normalité du juif. Et chez les chrétiens, oui, il y a un ordre symbolique qui est remis en cause par la renaissance politique du juif et sa normalisation et sa capacité à assurer ses décisions, sa défense, bref, une capacité d'action. Donc, dans les deux cas, le passage du juif subordonné à celle du juif souverain a constitué un vrai choc qui ne passe toujours pas très bien aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse juste un petit focus sur notre actualité récente, notamment cette tragédie de Sydney, avec la question de savoir si, justement, il fallait plutôt y voir un acte antisémite ou un acte contre l'État, contre les Juifs, contre Israël, contre les Juifs en tant qu'appartenant à l'État d'Israël. Georges Bensoussan, vous avez un... Oui, sur Sydney, là, on a vraiment avec Sydney l'illustration même de la haine musulmane traditionnelle. Je dirais d'abord le mépris traditionnel musulman qui s'est traduit ensuite en haine à partir du moment où le juif sort de sa condition de sujet toléré, soumis, mais à la condition d'accepter un statut minoré. Et quand il sort de cette condition, il n'est plus protégé par le fameux pacte de la Dhimma, le pacte d'Omar, et la violence musulmane peut s'exercer contre lui. Ce qui se passe avec ces Pakistanais, parce qu'ils sont d'origine indienne ou pakistanaise, je crois, ces musulmans-là, c'est exactement l'illustration de cela, savoir que les Juifs sont totalement sortis de leurs conditions. Ils ont, d'une certaine façon, c'est une offense, c'est une insolence, c'est le mot d'ailleurs qui est souvent employé dans le langage musulman, une insolence faite à l'islam. C'est quelque chose donc tout à fait d'inadmissible sur le fond, et c'est en ce sens-là qu'ils sont passés à l'acte. Oui. C'est vraiment l'illustration même de l'impossibilité d'accepter l'égalité statutaire d'un juif vis-à-vis d'un musulman. Ça, c'est sur le fond, qui est en cause sur le fond. Oui, mais est-ce que ça a joué aussi la situation, la guerre à Gaza, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, probablement, parce qu'il y a quand même 2 ans de guerre à Gaza, avec un martèlement médiatique
qui est épouvantable, qui a véhiculé dès le mois d'octobre, dès la fin du mois d'octobre 2023, le thème du génocide, de la famine, avec évidemment le racisme, l'apartheid et même parfois la comparaison avec le nazisme, il est évident que cet endoctrinement massif donne des résultats. On n'a jamais vu de passage à l'acte qui n'ait pas été précédé par une préparation idéologique intense. Et c'est le cas ici, c'est évident. Donc à la limite, à Sydney, on serait même tenté de dire qu'on est étonné que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Éric Danon, vous aviez, dans une vidéo récente avec Mosaïque, vous avez dit que vous craigniez des attentats, Oui, et notamment aussi en France. Aussi en France, et on a déjoué quelques-uns fort heureusement, et on reste discret sur ce sujet. Mais oui, la guerre Gaza donne un texte, voilà, une justification aux antisémites, si vous voulez. De ce point de vue-là, en poussant le trait, c'est que l'antisionisme, c'est un antisémitisme qui a appris à se justifier par ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où aussi on a pénalisé, criminalisé l'antisémitisme, il est évident que la haine du juif va se traduire différemment. Et l'antisionisme, c'est quelque chose de très commode. Encore une fois, gardez cette idée que pour beaucoup de gens, le scandale d'Israël, c'est pas sa puissance, c'est sa normalité. Là, il y a quelque chose qui est pas acceptable, qui provoque de la haine parce que et le passage à l'acte terroriste, il y a toujours le même fond, qui est la frustration. La question est de savoir, mais de quoi sont-ils frustrés au point de sortir avec des armes, le père et le fils, dans la rue, aller tuer des juifs comme ça, à Hanouka? Il y a toute une dimension psychologique, sans doute néphrotique, etc. Bon, que nous ne connaissons pas encore dans le cas de Sydney, mais qu'on a bien vu depuis 20 ans dans les attentats en France. Et oui, il y a une idéologie qui pousse à ça. En France, par exemple, tous les attentats ont été faits depuis 2005, 2012 aussi, par des gens qui criaient à la barre au moment de tirer. Donc il y a bien une idéologie derrière, et je pense un mélange de religion et de politique mal ingurgité, mal compris, et ça donne cette violence-là. Alors, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et qu'on analyse l'antisionisme contemporain, parce qu'il semble quand même qu'il fasse aujourd'hui un peu système. On va s'interroger sur la manière dont il a pu, comme ça, devenir le drapeau de toutes les luttes. Mais avant cela, peut-être, Georges Bensoussan, il faut que vous nous redisiez, disons, les grandes étapes de l'antisionisme. J'imagine qu'il a démarré avec le sionisme, cet antisionisme. Oui, il démarre très tôt avec le sionisme lui-même, dès le premier congrès de Bâle en 1897. Et ce qui est important, c'est que l'antisionisme est d'abord très fort dans les milieux juifs. On l'a souvent oublié. C'est-à-dire l'idée que la création d'un État juif est une aberration. Et là, vous avez trois types d'antisionisme dans les milieux juifs. L'antisionisme des milieux orthodoxes, qui considèrent qu'on ne peut pas précipiter la venue des temps messianiques. C'est très important parce que les milieux orthodoxes dans l'Europe orientale, où vivent l'Europe orientale, en gros, c'est l'Empire russe, avec des frontières bien plus étendues à l'ouest qu'aujourd'hui. C'est en gros la moitié des juifs du monde qui vivent dans l'Empire russe. Et les milieux orthodoxes sont très puissants. Et cette opposition-là, elle est fondamentale. La deuxième opposition, c'est celle des émancipés de l'ouest, de l'Europe, et en particulier des couches moyennes et des couches supérieures des milieux juifs d'Europe occidentale, qui considèrent que leur intégration sera fragilisée par l'idée d'un État juif et qu'on remettra en cause leur fidélité à la nation, le soupçon de double allégeance. Et vous avez la troisième branche, la branche des révolutionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais très vite, il y a en même temps qu'émerge l'idée sioniste, c'est-à-dire 1897 et même un peu avant, vous avez dans les milieux non juifs des oppositions très fermes. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la première opposition, elle est frappante, c'est celle de l'Église catholique. Et ensuite, vous avez tous les milieux nationalistes qui sont très ambivalents, qu'on qualifierait aujourd'hui ces milieux d'extrême droite, très ambivalents parce qu'à la fois, ils peuvent se réjouir de l'idée de se débarrasser des Juifs,
ils iront tous en Palestine. D'ailleurs, c'est ce qui se dit, vous l'avez rappelé Antoine Mercier juste en début d'émission, c'est ce qui se dit avant 1945, les Juifs en Palestine. Bon. Et en même temps, cette idée très, très angoissante pour eux, qui se créerait là-bas, la base d'un complot mondial, d'un complot juif, qui donnerait aux Juifs encore plus de pouvoir qu'ils n'ont. Aujourd'hui, c'est vrai que le sionisme est vu carrément comme une forme moderne du complot juif. Et ce qui est frappant, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde bien l'évolution de l'antisionisme au long du XXe siècle, on constate qu'il a été l'ennemi juré des trois grandes idéologies totalitaires du siècle. Le communisme a été farouchement antisioniste. Il y a eu une parenthèse en 47, 48, 49 liée à la politique de Staline. Elle s'est vite refermée en 1949-50. Il y a eu le nazisme. Et ça, on oublie généralement que le nazisme a été farouchement antisioniste du début jusqu'à la fin. Et Hitler revient à plusieurs reprises sur la question de Palestine pour dire il n'y aura jamais d'État juif en Palestine et nous ferons tout, de toute façon, avec Rommel en Afrique du Nord pour le détruire, car le plan est déjà prévu en 1942, des commandos de la mort en quelque sorte, qui s'introduiraient en Égypte et en Palestine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés à 100 km du Caire et d'Alexandrie, pour liquider la communauté juive égyptienne, 80 000 âmes environ, et la communauté juive, surtout de Palestine, environ 500 000. Donc l'idée d'un État juif, c'est totalement étranger à la pensée nazie, malgré l'accord, ce fameux accord de Havara en 1933, dont aujourd'hui les détracteurs du sionisme s'appuient dessus pour dire qu'il y a une collusion entre sionisme et nazisme. C'est évidemment grotesque. Bon. Et la troisième idéologie totalitaire, qui a fait du sionisme un ennemi juré, c'est l'islamisme. On le sait avec les frères musulmans dès 1928, et jusqu'à nos jours, dans le programme islamiste des frères musulmans ou d'autres officines, y compris du mouvement chiite, la haine d'Israël, la détestation des Juifs et la destruction de l'État d'Israël fait partie du programme. Alors, peut-être vous pouvez vous recentrer un peu plus, Georges Toussaint, parce que parfois vous disparaissez. Voilà, merci. Et vous avez parlé tout à l'heure, par ailleurs, de cette deuxième étape qui était l'étape post-création de l'État. Donc là, l'antisionisme, c'est où commence une deuxième étape, grande étape. Peut-être vous en donnez quelques caractéristiques aussi de cette nouvelle étape après 48, après la création de l'État. Après la création de l'État, ce qui est frappant, c'est que le thème du génocide pratiqué par les Israéliens contre les Arabes apparaît immédiatement. Il n'attend pas la guerre du Liban en 82 ou l'intervention israélienne à Ramallah en 2002. Et d'ailleurs, le premier à avoir employé le terme de génocide et de massacre généralisé des Arabes, c'est le délégué syrien aux Nations Unies en 1947. Et ensuite, ce qui est frappant, c'est que lorsque les combats commencent en 47-48, qui se terminent par les armistices de 49, c'est que évidemment, la rhétorique arabe va très rapidement reprendre le thème du génocide, mais en Occident, ce qui est frappant, c'est que ce thème du génocide est d'abord repris par l'extrême droite. C'est, par exemple, si on se penche sur la scène française, c'est l'extrême droite française qui commence à renaître de ses cendres en 47-48, de façon très discrète, et en particulier autour d'un homme comme Maurice Bardèche, que le thème du génocide, le terme génocide est employé par Maurice Bardèche dans les combats de 48. Les Israéliens commettent à l'égard des Arabes un véritable génocide, contrairement à l'illusion du fameux génocide que les Allemands auraient commis envers eux. Et ce thème du génocide parcourt toute la pensée d'extrême droite jusqu'à 2025. Par exemple, il est frappant de voir que le petit journal d'extrême droite, Rivarol, qui a une faible audience, mais enfin il existe quand même, qui représente réellement une branche de l'extrême droite française, depuis le 7 octobre 2023, défend la thèse du génocide. Il n'y a pas un mois, c'est un hebdomadaire, mais il n'y a pas un mois qui se passe sans que le journal ne titre sur le génocide ou la famine à Gaza. Bon. Voilà les premiers. Le deuxième point, c'est que le monde communiste, après le revirement de Staline en 1950, a aiguillé sa propagande sur l'idée qui a été martelée dans toutes les langues de la Terre par le biais de la propagande soviétique, des millions de brochures diffusées dans le monde entier, sur l'idée que le sionisme mettait ses pas dans ceux du nazisme et qu'il commettait en Palestine et dans le monde arabe un génocide ou en tous les cas et qu'il avait des intentions génocidaires à l'adresse du monde arabe tout entier. Et là, on peut dire que cette propagande a cessé avec l'effondrement de l'URSS en 1991, mais on peut se poser la question de savoir en quoi cette propagande
a formaté un certain nombre d'esprits qui ont donné un certain nombre de courants d'extrême gauche aujourd'hui qui ont embrayé si facilement sur le thème du génocide à Gaza depuis 2 ans. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Alors, justement, ce que vous dites par rapport à cette histoire et aux permanences, on voit quand même qu'aujourd'hui, et je me retourne vers Éric Danon maintenant pour voir la spécificité d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de remettre en cause l'existence d'un État, mais de la remettre en cause parce que aussi cet État se montre avoir une politique, comme vient de le dire Jean-Baptiste Soussan, génocidaire, etc. Donc c'est ce qu'il y a de mauvais, c'est un État mauvais qu'il faudrait supprimer, non pas parce que c'est un État juif qui a droit à une, mais parce que fondamentalement il est mauvais. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'antisionisme n'a pas pris, j'allais dire, une forme idéologique très puissante, différente, qui a amalgamé énormément de choses, de toute l'hostilité contre les Juifs? Oui, c'est-à-dire que vous passez d'un antisionisme ontologique, c'est-à-dire le refus de l'existence d'Israël, à un antisionisme qui serait lié à l'attitude d'Israël, attitude tellement mauvaise que cet État ne devrait pas exister. Et donc, c'est pas tout à fait de même nature. Et donc, aujourd'hui, la problématique du génocide, elle est centrale dans l'appréciation d'Israël. Et vous avez trois, trois éléments dans l'argument actuel en attendant que la Cour internationale de justice dise s'il y a génocide ou pas. Vous avez le premier argument, c'est que, premier argument, plus vous parlez de génocide, plus vous relativisez la Shoah. C'est-à-dire que si vous parlez sans arrêt de génocide, ben vous banalisez la notion. Et si vous banalisez la notion, vous banalisez aussi la Shoah. Le deuxième élément, c'est un argument qui est mal fichu, mais qui marque, c'est de dire que Israël est né d'un génocide, et donc un pays né d'un génocide est-il encore légitime s'il commet à son tour un génocide? C'est toutes les déclinaisons autour de cette thématique. Et puis, le troisième argument, c'est si Israël est né d'un génocide, alors puisque les Palestiniens subissent un génocide, ils ont droit à un État. Et ça, c'est l'argument repris par les Espagnols et les Irlandais hein, dans la reconnaissance. C'est-à-dire que les Palestiniens ont souffert à un point tel que moralement, il faut leur donner un État, et s'ils ont souffert à ce point, c'est à cause de l'attitude israélienne qui commet un génocide. Donc, voilà. Après, il y a la démonstration que Georges Bensoussan a faite, mon avis est tout à fait brillante, c'est-à-dire c'est le passage de 18 siècles jusqu'à Vatican II où on dit le peuple juif est un peuple déicide. Et puis, après Vatican II, il n'y a plus beaucoup d'arguments, et avec ce qui se passe là, maintenant, il devient le peuple génocidaire. C'est-à-dire qu'après avoir commis le plus grand crime contre Dieu, il commet le plus grand crime contre les hommes. Et je laisse évidemment Georges Bensoussan expliquer que c'est la même démarche, fondamentalement, qui consiste à dénier au peuple juif le droit moral d'exercer, enfin, d'être sur cette terre quelque part, ou surtout de s'y montrer et de s'assumer en tant que tel. Donc on voit que dans l'argumentaire d'aujourd'hui, quand bien même la Cour internationale de justice dira un jour qu'il n'y a pas génocide, et si elle garde ces critères passés, notamment tout ce qu'elle a dit autour de la Bosnie, de la Serbie, de Srebrenica, je pense qu'elle dit il n'y a pas génocide. Mais elle peut aussi changer ses critères pour dire qu'il y a génocide. Elle l'a fait déjà pour la famine, donc je me méfie de ça. Bon, mais supposons même qu'elle dise il n'y a pas génocide, ce que je pense profondément, mais vous verrez que tous les anti-juifs continueront à dire quand même qu'il y a génocide, tellement c'est fort et tellement il y a, ça a du poids, un impact médiatique, etc.
Le président de la République s'en sorti une pirouette sur le sujet qui est intéressante, parce que lorsqu'on lui pose la question est-ce qu'il y a génocide, il dit ce sera aux historiens de juger, comme si c'était une question d'histoire et pas une question de droit. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue de l'histoire, si on prend les 4 grands génocides reconnus comme tels, c'est-à-dire évidemment les Arméniens, enfin la Turquie contre les Arméniens au début du XXe siècle, puis le génocide à la Shoah, puis le Cambodge et le Rwanda. Alors, dans cette optique-là, il n'y a pas génocide, parce que dans les 4 cas en question, ce sont des populations qui n'ont pas combattu contre le pouvoir central. Il n'y a pas de guerre pendant ce temps-là. Ce sont des minorités qui se font détruire par le pouvoir central. Et là, vous êtes dans complètement autre chose. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait pas, oui, on a tenu bon là-dessus à quelques-uns, accréditer l'idée que le 7 octobre était un pogrom. Parce qu'un pogrom, historiquement, c'est une minorité juive à l'intérieur d'un pays qui lui tombe dessus et qui la massacre. Et si vous dites que c'est un pogrom, ça donne l'impression que les Juifs en Israël, c'est une minorité à l'intérieur d'un pays plus grand qui lui est tombé dessus. Or, là, c'est donc d'une certaine façon nier un petit peu le changement lié à la création même d'Israël. Donc moi, je me méfie beaucoup parce que faut nommer les choses au mieux pour répondre. Mais juste pour finir, je pense que si on n'y prend pas garde, le 11, je ne sais pas qui c'est, mais bon, le peuple génocidaire, c'est parti pour longtemps, comme il y a eu pour longtemps le peuple déicide. Et je reproche vraiment aux autorités israéliennes de ne pas se battre sur ce point qui me paraît central. Alors, j'ai toujours dit qu'Israël était nul en communication, mais alors, sur ces sujets-là, ils sont archi nuls. Et alors, ah ben non, c'est pas vrai, machin, bon, c'est pas le sujet, l'important c'est de gagner militairement, blablabla. Non, il y a un vrai problème, c'est que l'image des Juifs et l'image d'Israël va être durablement entachée pour longtemps si on n'y prend pas garde et si on ne se bat pas sur cette question du peuple génocidaire. Georges Bensoussan, alors sur l'antisionisme contemporain, vous nous avez fait passer les différentes étapes. On a bien vu que c'était, j'allais dire, à chaque fois un peu localisé dans des groupes. Là, on a le sentiment d'une sorte d'idéologie mondialisée. Ça change un peu, c'est devenu systématique, on va dire. Bon, alors, elle est mondialisée d'abord parce que les moyens de communication sont mondialisés. La création d'Internet, il y a déjà une trentaine d'années, les réseaux sociaux donnent une ampleur extraordinaire aujourd'hui à n'importe quelle accusation. Je crois que tout ce qu'a dit Éric Danon est parfaitement vrai, fondé. Il a très bien brossé le tableau et j'ajouterai une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, c'est que dans les grands courants qui s'opposent structurellement au sionisme depuis très longtemps, j'ai parlé de l'Église catholique, mais j'aurais dû dire aussi que dans les 50 dernières années, il y a tout le courant des chrétiens de gauche qui s'est progressivement séparé d'Israël et qui a adopté vis-à-vis d'Israël une attitude très hostile. Je pense au moment de la guerre du Liban en 82, un journal comme Témoignage chrétien, par exemple. Et donc, il ne faut pas oublier cette veine-là, et c'est cette veine-là qu'on retrouve, par exemple, dans le journal Le Monde. Les partis pris du Monde, du journal Le Monde, depuis très longtemps contre Israël, s'inscrivent dans ce sillon-là. Je crois que ce qu'a dit Éric Danon sur le génocide déicide est parfaitement vrai, c'est-à-dire que ce qu'on reproche finalement à l'État d'Israël, c'est d'exister. Ça n'est pas telle ou telle action, c'est son existence même qui est un péché, qui est un crime. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est contre l'existence des Juifs, on est finalement pour l'existence des Juifs, mais des Juifs qui correspondent à l'image que les économies psychiques du christianisme et de l'islam se sont toujours faites du Juif. Donc oui à la survie des Juifs, oui à la vie des Juifs, mais à condition qu'on n'ait pas de Juifs souverains, qu'on ait, pour parler le langage de l'islam, des Juifs de la Dima, des Juifs soumis, des Juifs tolérés, mais certainement pas des Juifs indépendants et qui par surcroît, au sein d'un État juif, commandent à des musulmans et infligent des défaites militaires à des musulmans, ce qui là aussi participe de l'impensable. Bon, donc il y a
ici quelque chose de très, très puissant, à savoir que, et c'est pour ça d'ailleurs je serais d'accord avec Éric Danon pour dire que l'accusation de génocide va durer, elle ne va pas cesser avec la fin des combats, et elle peut durer très longtemps, je le pense aussi, tout simplement parce qu'elle est le point faible par lequel, et qui reprend l'accusation de déicide, par lequel ce qu'on met en cause, c'est que par le crime absolu que l'État d'Israël aurait commis, il se met hors espèce humaine. Or, qu'est-ce que c'est que le crime de déicide par toute une eschatologie chrétienne depuis les pères de l'Église jusqu'à Vatican II? C'est effectivement que les Juifs se sont mis hors espèce humaine, qu'ils ont, comme disait l'évangile de Jean, le diable pour père, qu'ils sont ennemis du genre humain, comme le dit l'épître aux Thessaloniciens de saint Paul, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en dehors du genre humain, et effectivement, dans des sociétés sécularisées comme la nôtre, c'est le crime contre les hommes qui vous met hors du genre humain. C'est donc le crime de génocide, et c'est pour cela, je suis d'accord avec Éric Danon là-dessus totalement, le crime de génocide, l'accusation de génocide n'est pas prête de passer. Je suis d'accord également sur la guerre des récits, la guerre des images. Les Israéliens sont affligeants de médiocrité là-dessus, affligeants de manque de réflexion politique. Pour quelle raison finalement? Parce que ils sont plutôt il y a, doués je par ailleurs crois, pour la communication au sens large. non, ils ne sont pas forts pour la communication parce que je pense qu'il y a quelque chose qui tient même aux origines même de l'État d'Israël, et depuis toujours ça s'est passé ainsi. Il y a une sorte d'orgueil, une sorte d'une certaine façon presque une hubris qui consiste à penser qu'on est au-dessus de tout ça et que l'important c'est ce que l'on fait parce que les autres disent de nous. D'ailleurs Ben Gurion le disait, et à propos de l'antisémitisme, il disait peu importe ce qu'ils disent, l'important c'est ce que font les Juifs. Certes, c'est sans doute vrai dans une optique sioniste, mais à l'ère de la communication mondiale, le récit, le narratif comme on dit aujourd'hui et les images, c'est fondamental, ça fait partie de la guerre, au même titre que la puissance de feu. Et c'est dommage de ne pas le comprendre, et dommage de ne pas mettre les moyens qu'il faudrait pour l'État d'Israël Sauf que dans ce vous domaine. décrivez la situation d'une sorte d'accusation a priori. Ça semble bien difficile d'élaborer quelque chose qui irait contre à partir du Non, moment il est toujours possible de répondre aux discours les plus délirants, aux discours les plus marqués idéologiquement. Évidemment pas en répondant pied à pied sur l'idée qu'il n'y a pas de génocide, un peu comme si face à des négationnistes de la Shoah, vous alliez passer votre temps à prouver qu'Auschwitz a existé. Vous perdez votre temps. Non, il faut, face à l'accusation de génocide, démonter l'accusation pour poser la question à l'accusateur en lui disant « Mais pourquoi avez-vous besoin d'accuser cet État de génocide ? Qu'est-ce que vous cherchez mentalement par là ?» C'est ça, il faut démonter sa machine intellectuelle, je dirais presque les rouages psychiques de son raisonnement, pour mettre à nu son raisonnement et montrer qu'en réalité, son intention à lui est génocidaire, précisément, par ce type d'accusation. Et non pas passer notre temps à dire il y a des convois humanitaires, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de famine. Tout ça, c'est du temps perdu face à des gens qui sont convaincus du contraire. Et je voudrais revenir sur un point qui est très important, sur l'accusation de génocide. Éric Danon l'a dit, et c'est très juste, relativise le poids de la Shoah, et pour une opinion publique, je dirais une doxa plutôt, y compris chez les journalistes, qui sont censés quand même avoir une culture historique. On est convaincu que l'État d'Israël est né de la Shoah et qu'il est justifié par la Shoah, alors que c'est totalement faux. Dans l'histoire du sionisme, on sait bien que s'il n'y avait pas eu 60 à 70 ans d'histoire du sionisme en 1940, jamais l'État d'Israël n'aurait vu le jour en 1948. C'est le sionisme qui a rendu possible l'État d'Israël. La Shoah, au contraire, a failli faire en sorte qu'il ne voit pas le jour. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails ici. Ça, c'est le premier point. Donc, cette idée, effectivement, qu'un État né du génocide perd sa raison d'être parce qu'il commet lui-même un génocide, ça court comme un fil rouge dans l'accusation de génocide. Et c'est ça ce que je disais quand je disais qu'on peut démonter les mécanismes de l'accusateur pour montrer ce qu'il cherche en réalité. Voilà un exemple. Ouais. Deuxième point, et je reviens sur ce qu'a dit Éric Danon, quand Emmanuel Macron laisse planer le doute finalement en disant aux historiens plus tard de débat, ça signifie il y a peut-être un génocide. Ça signifie déjà semer le doute dans des populations qui n'y comprennent plus grand-chose, c'est vrai, parce qu'elles sont saturées d'informations, alors que là, on est face à une malveillance grave. On peut s'interroger sur le pourquoi de la démarche d'Emmanuel Macron, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'un grand nombre d'intellectuels juifs de diaspora reprennent ce type de démarche et laissent entendre qu'il y a un doute sur le fait qu'Israël ait pu commettre un génocide. Ça, c'est extrêmement grave, et on peut évidemment aussi s'interroger sur le pourquoi de cette démarche
chez un certain nombre d'intellectuels diasporiques. Oui. Et aussi peut-être même en Israël, certains. Certains, vous avez raison. Alors, Éric Danon, peut-être je voudrais qu'on étudie peut-être d'un peu plus près pour... Juste un point, Oui, Antoine, sur. oui, Je suis tout à fait d'accord. Et il y a quelque chose à chercher dans la psyché de l'accusateur. Je n'ai jamais vu en France, je sais que j'ai travaillé dessus, une telle jouissance à dénoncer un génocide dans Oui. d'autres génocides. Vous avez jamais eu une espèce de plaisir à dire qu'il y a un génocide au moment du Rwanda ou au moment du Cambodge. En France, de personne, tout le monde trouvait ça affreux. Et mais là, vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui sautent comme des cabris en disant génocide, 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 et même des parlementaires. Et vous vous demandez, et il faut se demander et les confronter à ça. Mais qu'est-ce qui vous fait tellement plaisir dans le fait de pouvoir dire qu'il y a génocide? Et là, on trouverait sans doute des choses intéressantes en termes, bon, passons parce qu'après on va faire de la psychologie du commerce, mais non, il y a là quelque chose qui se joue et qui est très fort et qui, malheureusement, en termes de communication, se diffuse très, très rapidement et très fortement. ouais. Ce que disait Georges Bensoussan aussi dans un autre entretien, qu'il y avait une sorte, on attendait le moment de pouvoir saisir cette Pouvoir adjectif, dire qu'Israël, pouvoir c'est un dire Voilà. une génocide, sorte quel d'appellation. bonheur, enfin. Et c'est parce qu'on l'attendait tellement qu'on l'a entendu avec une telle avidité. Parce qu'on n'attendait que cela. Et je suis d'accord là-dessus. Il y a une jouissance perverse. Accuser de génocide un peuple génocidé. Pourquoi? Parce que cette accusation-là signe le premier pas de sa disparition. C'est ça l'idée centrale. Alors, Pardon encore Antoine, parce que oui, je vous en c'est prie. important, il y a un enjeu derrière ça qui est que c'est la théologie de la substitution, c'est-à-dire que du premier siècle et demi de notre ère jusqu'à Vatican II, des catholiques, les chrétiens vont dire vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est nous. En gros, vous avez raté le coche, vous n'avez pas reconnu le Messie, tant pis pour vous. Et antisémitisme de 18 siècles derrière ça. À Vatican II, évidemment, tout change, car Nostra Aetate dit Dieu aime les Juifs. Ça change tout. Mais pour autant, on ne dit pas qui est le peuple de Dieu à ce moment-là. La place est laissée vacante. Et lentement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une tendance encore ultra minoritaire, mais qui, à mon avis, va monter en puissance, d'un Palestinien, entre guillemets, sur place, qui vont dire, mais c'est nous. Parce que nous sommes restés sur place tout ce temps-là. Nous n'avons pas fui ailleurs, nous ne sommes pas des Khazars ou on n'est pas partis en Europe de l'Est. Non, nous avons été, certes, convertis de force par les chrétiens puis par les musulmans. Mais c'est nous qui avons tenu bon sur cette terre depuis longtemps. Et vous allez voir, à mon avis, monter cette idée que le peuple de Dieu, c'est pas spécialement les Juifs, mais c'est d'abord les Palestiniens, les Juifs. En plus, ils bénéficieront, ces quelques minoritaires qui sont encore minoritaires, de la complicité de chrétiens qui, au fond, n'ont pas accepté Vatican II et ne sont pas du tout d'accord pour dire que les Juifs ne sont pas déicides. Et j'en veux pour élément, alors c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais quand à Noël, vous avez dans une église à l'intérieur du Vatican pendant 4 jours la représentation dans la crèche de l'enfant Jésus emmailloté dans un kéfier palestinien. On peut dire c'est pas bien grave. Pour moi, je pense qu'il faut faire attention à ce type de symbole. Ça dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Jésus était palestinien, donc c'est ça, Oui, effectivement. c'est ça va monter en puissance, cette histoire, Oui. bien sûr. C'est tout à fait ça. Et je reviens sur l'idéologie de la théologie, de la substitution. C'est tout à fait juste. Le peuple juif a perdu l'élection. Désormais, c'est le peuple chrétien qui est le peuple de Dieu. Et cette théologie de la substitution qui court également comme un fil rouge, comme une structure mentale jusqu'à nos jours, c'est que si les juifs ont été un peuple paria qui méritait la compassion universelle, aujourd'hui le peuple paria, ce sont les Palestiniens, précisément.
d'où l'enfant Jésus dans un kéfier, d'où le signe arboré du kéfier un peu partout. On est toujours finalement, et c'est ça qui est important, dans la même structure mentale, dans le même mécanisme depuis des siècles et des siècles, encore une fois, pas partout, mais uniquement dans les aires de civilisation qui sont nées du judaïsme, à savoir le christianisme et l'islam, pour lesquels la question de l'origine est la question centrale et obsessionnelle, et qui les torture et qui les travaille. À quoi s'ajoute, si moi je donne des cours voilà, dans l'école, au lycée, et ce que je vois, c'est que la Shoah s'éloigne. Un étudiant français, un jeune français, entre son plus jeune âge jusqu'à la terminale, il va entendre parler au maximum, suivant les sections, au maximum 1 heure et demie de la Shoah dans toute sa scolarité. Donc, il oublie ça. Et puis, on lui dit Israël est un refuge qui se bat sur 7 fronts, etc. Mais on lui dit en même temps Israël est fort et arrive à vaincre tous ses ennemis. Et donc, moi, je vois bien que dans la tête des jeunes, Israël, c'est pas David qui se bat contre Goliath. Israël est devenu Goliath pour les jeunes. Et ça change tout dans la perception et dans la compassion qu'on peut avoir. Et je pense que là aussi, ce qui s'éloigne, c'est la notion du mal absolu lié à la Shoah et aux guerres mondiales. Le mal absolu n'est plus la Shoah ou la guerre mondiale. Le mal absolu, c'est le colonialisme aujourd'hui pour les jeunes. Et à cette aune-là, l'Occident, qui a fait quand même une partie de sa richesse pendant 5 siècles sur le colonialisme, eh ben, il est en mauvaise posture. Et cette lutte contre le colonialisme, elle est incarnée par le combat palestinien aujourd'hui. Et non pas par une personne, parce que personne ne peut s'identifier à Mahmoud Abbas ou à un autre, mais par le drapeau palestinien. Ce qui fait que le drapeau palestinien, ça n'est plus le symbole de soutien à quelqu'un qui revendiquerait sa terre localement. En plus, ceux qui le portent ne savent jamais où se trouve la Palestine ni ce qu'il en est. C'est devenu le symbole de la lutte contre l'Occident et ses valeurs, ou contre la mondialisation considérée comme une occidentalisation du monde. Et ça rallie absolument tout le monde. En France, on vous le sert toutes les sauces, ce drapeau palestinien, donc pour les manifs contre la réforme des retraites, dans des matchs de foot où il y a 2 équipes françaises qui sont adversaires, vous avez des drapeaux palestiniens, et évidemment comme filtrage à l'université. Donc, vous êtes aussi dans un registre symbolique où Israël, aujourd'hui, est dans une mauvaise posture. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le palestinisme, par exemple, c'est-à-dire le palestinien comme substitution pour toute chose. J'avais souhaité qu'on revienne sur le cas de Mamdani, parce que on a là quelqu'un qui a une responsabilité politique importante aux États-Unis, qui vient d'être élu donc maire de New York, et qui manifestement a vraiment un discours, lui, proprement antisioniste affiché. Comment est-ce que sans être antisémite au sens où on peut l'entendre dans ses propos, en tout cas, ou dans ses actions, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, une idée finalement qui pourrait de se répandre assez dangereusement peut-être dans le monde, c'est-à-dire de bien faire la distinction entre antisionisme et antisémitisme. Pardon, Éric Danon. oui, Oui. oui, là, quand vous entendez Mamdani, c'est beaucoup de temps à regarder ses discours sur le sujet. C'est une espèce d'antisionisme, je dirais, sans jamais parler des Juifs. C'est-à-dire que il parle de colonialisme, mais il parle jamais d'exil, par exemple. Il parle de domination, il parle jamais de peuple. Et donc Israël devient, et chez lui, vraiment un concept abstrait, qui est vidé de toute histoire juive concrète. Et donc on va être confronté effectivement à ça, et c'est très difficile à contrer, puisque justement, il regarde Israël quelque part comme un pays euh, sans, sans s'occuper de son histoire, ce qui est très américain. Parce que vous voyez ça chez Trump aussi. Trump, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il veut faire un deal de paix
eh bien, ne s'occupe pas de l'histoire et ne s'occupe pas des identités. Au fond, seule la réalité concrète et la matérialité des choses et des gens compte pour lui. Et c'est très rassurant parce que vous n'avez pas à travailler le sujet, vous n'avez pas à travailler l'histoire, vous n'avez pas à travailler la complexité. Et chez Mamdani, Israël, on ne peut pas dire que c'est un problème théorique, mais presque. En tout cas, les Juifs, pour lui, c'est un angle mort. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, il dit, oui, ils peuvent exister. Mais mon problème, c'est Israël qui ne devrait pas exister. Et il y a quand même un tiers des Juifs de New York qui votent pour lui, Georges Bensoussan. Ouais, Vous avez une explication de... Oui, oui, je voudrais revenir sur, et c'est un lien avec Mamdani. L'Occident est en position d'accuser aujourd'hui, et donc Israël apparaît comme un super occidental. Les Juifs sont des super blancs, donc des super dominateurs. Et qu'est-ce que ça dit? Et ça rejoint ce qu'Éric Danon vient de dire de Mamdani, qui n'est pas vraiment intéressé par les Juifs, mais qui est plutôt focalisé sur Israël. Ça signifie, c'est l'illustration, je veux dire, d'un immense rapport de force qui a changé, d'un immense bouleversement qui est le bouleversement démographique. Le bouleversement démographique aujourd'hui, c'est 8 milliards d'individus sur la planète, où les Occidentaux sont très marginaux, très marginalisés. Aussi bien le bloc nord-américain que le bloc européen, même s'ils sont encore puissants économiquement, démographiquement, ils comptent moins. Et qu'est-ce que Mamdani? C'est le représentant même de cette poussée démographique du tiers-monde qui s'impose aujourd'hui en Occident. Mamdani est d'origine indienne, je crois, en partie indienne. Bon. Et c'est vrai d'ailleurs dans un grand nombre de capitales occidentales où un certain nombre de villes sont tenues aujourd'hui par des gens de l'immigration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que 35% des juifs new-yorkais ont voté pour Mamdani. Alors, ça pose une question là. Et je pense qu'il y a 3 éléments de réponse. D'abord, on oublie que ce sont des élections municipales, ils votent pour un maire, donc il y a un certain nombre de problèmes locaux qui sont en place ici. Ils ne vont pas se déterminer uniquement sur les Juifs et la Palestine. Bon, ça c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui peut peut-être expliquer ces 35% de Juifs qui votent pour Mamdani, c'est qu'il y a un réflexe dans des situations d'oppression comme on est précisément aujourd'hui. Le réflexe pour les Juifs qui sont confrontés à la haine, à la vindicte, c'est de prendre des distances avec le signe de la relégation et de la malédiction. Et le signe de la relégation, c'est le sionisme aujourd'hui. Bon. Donc, ils doivent montrer, ils ne montrent pas de blanche, qu'ils n'ont rien à voir avec le sionisme, parce que le sionisme est le signe, justement, qui leur vaut d'être mis à l'écart, et ils ne le souhaitent pas. Puis il y a une deuxième explication. Dans la caméra, excusez-moi, Georges Bensoussan, parce qu'on vous voit. Il y a un certain nombre de juifs américains, de juifs new-yorkais qui ont voté pour Mamdani, qui prennent réellement leur distance avec l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans cet État qui est devenu, selon eux, beaucoup trop oriental, beaucoup trop religieux et beaucoup trop droitier. Bon, donc leur Israël, le bel Israël qu'ils aimaient jadis dans les années 50-60, l'Israël de la gauche travailliste qui tenait le pays, des kibbutzim, c'est terminé. Et effectivement, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, c'est en partie terminé, en partie seulement. Bon, donc l'Israël tel qu'il apparaît aujourd'hui n'est pas l'Israël dont ils rêvaient, qui était leur Israël, le bel Israël comme ils disent. Et donc il y a aussi une mise à distance avec l'État d'Israël. Ça a été récemment montré dans une de vos émissions. En tout cas, oui, avec Daniel Bensoussan-Bernstein, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Peut-être un mot, Éric Danon. J'ai l'impression qu'entre ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, la jonction des deux courants, qui est souvent interrogée parce que ce sont deux courants qui paraissent relativement opposés par ailleurs, est-ce que ça peut être l'antisionisme qui serait ce ciment, ce trait d'union qu'on peut mettre entre islamo et gauchistes? Oui, tout à fait. Oui, c'est ciment. Je dirais même que c'est le seul consensus entre des idéologies qui, par ailleurs, peuvent se détester. Donc, effectivement, autour de l'antisionisme, vous mettez tout le monde d'accord. Mais vous savez, c'est le cas même partout. Regardez dans le monde arabe, regardez la rive sud de la Méditerranée, vous avez des pays qui, au niveau des gouvernements, ne s'aiment pas. C'est-à-dire Algérie, Maroc, Libye, Égypte. Alors, je ne parle pas des populations, pas problématique de ce point de vue-là, mais ils ne s'aiment pas.
qu'est-ce qui les met d'accord? La seule résolution sur laquelle ils se mettent d'accord facilement à la Ligue arabe, c'est la résolution contre Israël. Donc non, c'est quelque chose qui peut, qui permet de se retrouver et les partis politiques d'extrême gauche ont bien compris le truc. En critiquant ce qu'Israël fait, la réalité c'est qu'ils critiquent ce qu'Israël est, mais en critiquant ce qui se passe dans la guerre à Gaza, etc., ils rallient des populations qui ont enfin une manière, je dirais, légale et propre de critiquer Israël et de critiquer ce que font les Juifs. Voilà, c'est oui, l'islamo-gauchisme, c'est une convergence que moi je vois énormément à l'université, dans les amphis où je donne des conférences ou des cours. Vous avez un gauchisme qui est lié avec des étudiants qui, sincèrement, trouvent que la politique en France ou mondiale ou la mondialisation, ça va pas, c'est de leur âge, je dirais, d'être très à gauche. Et puis vous avez d'autres étudiants qui, eux, sont beaucoup plus, à mon avis, téléguidés par la question religieuse, notamment par les frères musulmans. Et tout cela marche ensemble. Et moi, j'ai été accueilli en amphi avec des petits drapeaux qui avaient été distribués à l'entrée de la fac par des politiques. Et c'était pas une génération spontanée. Mais Comment vous réagissez? Comment vous réagissez dans ces cas-là? ah ben, c'était assez drôle la dernière fois. J'avais 120 personnes dans l'amphi. Et donc, beaucoup d'étudiants que je ne connaissais pas. Et je leur dis, bah, je ne connais pas. Je connais qu'une dizaine d'entre vous, ceux qui vont à mes cours. Et donc, je ne sais pas quel est le niveau de votre niveau, donc le niveau de mon cours. Donc, je vais vous poser 3-4 questions. Et vous levez la main si vous savez. Et je leur dis, c'est quoi la déclaration Balfour? J'ai 4 mains qui se lèvent, quoi. C'est quoi la conférence de San Remo? J'ai une main, je me dis tiens, j'ai une juive dans l'amphi, c'est drôle. Et puis, bref, 3-4 questions comme ça sur la date de la création d'Israël, etc. Et je leur dis vous êtes nuls. Voilà, je leur dis tel que vous êtes nuls. Et donc, je comptais vous faire 1h30 sur le conflit israélo-palestinien. On va commencer par une demi-heure d'histoire. Et je leur fais, à partir de Dreyfus, en gros, l'histoire des deux narratifs qui sont antagonistes depuis un siècle et qui, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ça clash. Hein. Très sincèrement, au bout de 5 minutes, j'avais le silence. Au bout de 10 minutes, on aurait entendu une bouche voler. Et après 1 heure, j'ai pu dérouler tout sur le conflit. À la fin, applaudissements. Et je dis à ce moment-là aux professeurs tétanisés qui avaient vraiment peur de cette séance, tu vois, il ne faut pas avoir peur. Ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre, ils savent rien. Ils sont vraiment curieux, mais ils sont complètement pilotés par les réseaux sociaux ou par des types qui ont un vrai agenda politique derrière ça. Il ne faut pas craindre ça, il faut juste lutter contre. Et si on explique bien à des jeunes ce qu'il en est, évidemment, en format restreint, et ben ça se passe en réalité très bien. Voilà, on va peut-être terminer sur cette histoire plutôt optimiste, optimiste, parce que sinon, ce que je retiens beaucoup, c'est notre échange, hein, c'est que bon, les accusations lourdes vont continuer. On voit que c'est une idéologie qui se répand, et on se demande finalement, à partir de là, comment est-ce que véritablement on peut en sortir. Alors, vous nous avez dit, en essayant de lutter contre ces accusations, et plus précisément en essayant de montrer qu'elles proviennent, s'interroger sur la manière, l'endroit d'où elles proviennent, pour essayer de comme on dit, de les déconstruire. Et malgré tout, Oui. est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a une possibilité, à un moment donné, d'inversion de tout cela, de l'antisionisme? Alors,
Oui, d'une certaine façon, je pense qu'il y a deux pistes. La première, c'est de déconstruire, comme vous venez d'employer ce mot, de déconstruire la mécanique de l'accusation sans répondre point par point sur l'accusation qui est délirante. Et la deuxième piste, c'est celle qu'Éric Danon vient de signaler, c'est qu'effectivement, je pense que l'histoire, c'est encore le meilleur antidote à toutes ces propagandes. Il faut accepter de faire des cours d'histoire, de faire des leçons d'histoire basiques sur l'histoire du conflit, et ça désamorce énormément les passions mauvaises, j'en suis convaincu. Là où effectivement je suis moins optimiste, c'est qu'on a affaire aujourd'hui au fait que, du fait des rapports de force dans le monde qui ont énormément changé depuis 1945, le colonialisme est vu comme le péché suprême, et hélas, l'État d'Israël est vu pour des esprits ignorants comme la meilleure illustration du colonialisme blanc imposé au peuple du tiers-monde. Là-dessus, on peut être un peu pessimiste, mais encore une fois, à partir du moment où on fait un bon travail d'explication, encore une fois basique de l'histoire et encore de l'histoire, on désamorce beaucoup de passions. Voilà. Et on peut encore demander, faut-il le faire. sur l'ordre de la déconstruction, on peut aussi demander à ceux qui accusent Israël d'être d'un État colonial de demander où se trouve la Oui, métropole, se par trouve exemple. la métropole, et surtout avant 1948, où est donc la force armée, alors que tout pouvoir colonial s'est appuyé sur une force armée, entre autres. Mais ce que de Gaulle, enfin, de la visite de Ben Gourion en 62, de Gaulle est à ce moment-là un grand admirateur de Ben Gourion, justement parce que la démarche de Ben Gourion est décoloniale. C'est l'émancipation d'Israël Oui, hors d'un système colonial oui, britannique et autres. oui. Et De Gaulle apprécie énormément cela. Et pour lui, Ben Gourion, il est gaullien, gaulliste dans sa démarche par rapport à Israël. Malheureusement, ça se passera mal après 67, mais fondamentalement, De Gaulle considère avec admiration la création et la montée en puissance d'Israël, justement par rapport au fait colonial et d'un pays qui monte en essayant de se détacher de l'histoire coloniale passée. Absolument. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en 47-48, quand on voit un grand nombre d'intellectuels français de gauche appuyer la création d'Israël et la Haganah, c'est-à-dire la milice du futur État juif, en mettant en avant l'aspect décolonial de leur combat. C'est quelque chose qui est très peu connu, mais si on refait tout l'historique du sionisme, on montre qu'il s'agit réellement d'un mouvement décolonial, et d'abord décolonial de la condition juive soumise en terre d'islam. Et ça, on l'a totalement oublié. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci Éric Danon, merci Georges Bensoussan. Merci à tous pour votre attention. Je crois que vos deux points de vue ont vraiment été très complémentaires pour faire le tour de cette question, en tout cas dans l'heure que nous avions décidé de nous impartir. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi financièrement par l'intermédiaire de la plateforme Buy Me Coffee. Et c'est un soutien évidemment qui nous permet de continuer cette aventure mosaïque. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.